4 juillet 1946. Colline de Biskupia Gorka, près de Gdansk. Le soleil se lève sur un chantier inhabituel. Des ouvriers s'activent. Ils signent des planches, enfoncent des coins des clous, vérifient de la solidité des cordes. On entend le bruit sourd des marteaux qui résonnent sur toute la colline. Ils construisent un échafaudage massif. 10 heures du matin. Les premiers curieux arrivent. Midi. La foule grossit. Les gens arrivent à pied, à vélo, en voiture ou dans des charrettes de fortune. Parmi eux, des anciens prisonniers du camp de Stutov. Ils montent la pente lentement. Leurs corps portent encore les traces de la faim et de la maladie. Des familles polonaises les rejoignent. Ils sont venus voir la promesse de l'État s'accomplir. La justice. Pourquoi une telle mobilisation? Le peuple veut voir les visages de ses bourreaux. Mais ce qu'ils vont découvrir dépasse la simple exécution. 16 heures. La colline est noire de monde. 200 000 personnes sont massées épaule contre épaule. C'est le plus grand rassemblement de l'histoire de la Pologne d'après-guerre. Un silence lourd s'installe, presque sacré. Sur la plateforme en bois, 11 nœuds coulants oscillent doucement sous l'effet de la brise. 5 d'entre eux sont réservés à des femmes. À l'image, les camions arrivent. Il est presque 17 heures. Les condamnés descendent des véhicules. On leur lie les mains derrière le dos. À ce moment précis, la foule explose. Un cri immense monte de la colline. C'est le bruit de la rage, du deuil et de la douleur accumulée pendant des années. Un tonnerre humain qui ne s'arrête plus. 11 silhouettes se tiennent maintenant sur l'échafaudage. On leur passe la corde au cou. Parmi elles, Jenny Wanda Barkman. Elle a 24 ans. Sur la pellicule, elle semble irréelle. Ses cheveux sombres sont parfaitement coiffés. Son maquillage est impeccable. Elle porte sa plus belle robe. Les survivants l'appelaient le beau spectre. Face à la mort, elle maintient l'illusion. Elle reste calme, élégante, presque hautaine, comme si elle jouait le rôle principal d'une pièce de théâtre. À première vue, une exécution solennelle, mais en réalité, un chaos imminent. Dans quelques secondes, les camions vont démarrer pour laisser les corps tomber dans le vide, mais un événement imprévu va tout faire basculer. La procédure va déraper, l'exécution va se transformer en un spectacle de terreur pure. Les moteurs des camions tournent déjà. 4 juillet 1946. C'est la date de la fin. Le camion démarre, mais la trappe reste bloquée. Gerda Steinhoff ne tombe pas. Le bourreau s'agite, tente une seconde manœuvre, mais rien ne bouge. Jenny Wanda Barkman reste debout, la corde au cou, face à une marée humaine de 200 000 personnes. Elle attend la mort, mais elle respire encore. Pourquoi l'exécution a-t-elle échoué? La technique est rudimentaire. Le silence de la foule est rompu par des murmures, puis par des cris. À l'image, un homme s'extrait de la masse. Il porte encore les restes d'un uniforme rayé de prisonnier. Il est squelettique, son visage est creusé, son corps porte les stigmates du camp de Stutov. Mais il avance avec une détermination glaciale. Les gardes ne bougent pas, ils le laissent passer. L'ancien déporté grimpe sur le plateau du camion. Il se tient juste à côté de Jenny Barkman. C'est la femme qui a envoyé ses amis à la chambre à vide. Il ne dit rien, il pousse. Le corps de la gardienne chute lourdement. La corde se tend, ses jambes frappent le vide. Ses cheveux blonds soigneusement coiffés volent dans tous les sens. 200 000 personnes observent cette silhouette mourir lentement. On entend le bruit sourd du bois qui craque. Le supplice est long. La méthode de la chute courte ne brise pas le cou. Elle écrase la trachée. Elle laisse la victime suffoquer pendant de longues minutes. La mort arrive par asphyxie lente, centimètre par centimètre. Mais ce n'était que le début du bilan. Voici l'histoire des gardiennes du camp de concentration de Stutov. Ce que ces femmes ont commis et la manière dont elles ont fini vous hantera. Un détail rend ce récit encore plus sombre. Ces femmes n'étaient pas des nazis de la première heure. À première vue, des citoyennes modèles, mais en réalité, des bourreaux volontaires. Elles n'ont pas grandi dans la haine idéologique, c'étaient des femmes ordinaires. Des vendeuses, des conductrices de tramway, des femmes de ménage. En 1944, elles se sont portées volontaires pour servir dans les camps. En moins de 12 mois, la transformation est totale. Elles deviennent des tueuses sadiques. Elles battent des détenus à mort. Elles sélectionnent les enfants pour les chambres à gaz. Elles torturent pour s'amuser durant leur pause. Le 4 juillet 1946, la justice polonaise organise la plus grande exécution publique de son histoire. 11 potences sont dressées sur une colline. La caméra enregistre, les camions avancent, les condamnés sont assises sur des tabourets, les mains liées dans le dos. Le passage d'une vie normale à celle de criminels de guerre est rapide. La chute finale devant une foule immense est brutale. C'est la preuve qu'en choisissant le mal,
On se laisse dévorer par lui en un instant. 5 femmes pensaient que leur beauté et leur jeunesse serviraient de bouclier. La justice polonaise leur a prouvé le contraire. Les corps ont été laissés à la vue de tous. 35 km à l'est de Gdańsk. C'est ici que la Vistule se jette dans la mer Baltique, un site isolé, marécages profonds, forêts denses et eaux glaciales. Les nazis ont choisi ce lieu avec précision, assez loin pour cacher les crimes, assez proche de la ville pour acheminer les hommes et le matériel. Comment s'évader d'un tel enfer? À l'image, des barbelés et de la boue à perte de vue. En réalité, la géographie était la première gardienne du camp. Le camp de Stutów ouvre le 2 septembre 1939, soit 24 heures exactement après l'invasion de la Pologne. Ce timing ne doit rien au hasard. Les nazis ne voulaient pas seulement occuper le territoire, ils voulaient y briser la nation. Stutów était l'outil chirurgical de cette destruction, la cible initiale. L'élite polonaise, les professeurs d'université, les prêtres des paroisses, les intellectuels, les élus locaux. Le plan de Berlin était simple, décapiter la société, supprimer tous ceux capables d'organiser une résistance. La Gestapo a raflé les enseignants dans les écoles et les politiciens dans leurs bureaux. Destination, Stutów. Au début, la mort était artisanale. On entendait le claquement des fusils dans la forêt voisine. Les gardes divisaient les prisonniers en petits groupes. Ils les forçaient à creuser de longues fosses dans le sol meuble. Une fois le trou terminé, les captifs s'alignaient au bord, une balle dans la nuque. Les corps tombaient directement dans la sépulture qu'ils venaient de préparer. Mais ce n'était que le début. En 6 ans, 110 000 personnes franchiront le portail. 65 000 n'en ressortiront jamais. Les causes de décès, exécution sommaire, typhus, faim chronique et violence systématique. En 1943, la machine s'accélère. Les SS agrandissent les infrastructures. Ils construisent une chambre à gaz et un crématorium. La chambre à gaz est petite. Rien à voir avec les complexes industriels d'Auschwitz ou de Treblinka. Capacité 150 personnes maximum par session. Mais le dispositif est redoutable. Les gardes versent les granulés de Zyklon B par des conduits situés sur le toit. 30 minutes de suffocation. Le silence retombe. À l'image, des corps traînés sur le béton vers les fours. Juin 1944. La solution finale atteint son paroxysme. Stutów devient un rouage central de l'extermination. Des milliers de Juifs arrivent en masse, surtout des femmes et des enfants. Ils fuient l'avance de l'armée rouge depuis les pays baltes. Ils arrivent de Riga, de Kaunas, de Vilnius. Les déportés s'entassent dans des wagons à bestiaux. Pas de nourriture. Pas une goutte d'eau pendant plusieurs jours de trajet. À l'ouverture des portes, les survivants chancellent sur le quai de Stutów. D'autres convois arrivent directement d'Auschwitz-Birkenau. En janvier 1945, lors de l'évacuation du camp, les nazis transfèrent les survivantes vers l'Est. Ces femmes pensaient avoir survécu au pire. Elles découvrent un nouvel abattoir. L'automne 1944 marque la rupture. Le camp compte 50 000 prisonniers. Il a été conçu pour 10 000. La promiscuité est totale. Les maladies ravagent les baraquements. Pour gérer ce chaos, la SS a besoin de bras. Beaucoup de bras. Ils cherchent des gardiens capables de maintenir l'ordre dans cet enfer. Sur les registres, on voit l'ordre de recrutement. La SS mobilise des jeunes femmes de Gdańsk et des environs. Cible, 18 à 25 ans. Profil, bonne condition physique. Le salaire est attractif. Les rations alimentaires sont supérieures à celles des usines de munitions. L'annonce est trompeuse. Le travail est décrit comme de la simple surveillance de périmètre. On leur promet une carrière administrative sécurisée. Beaucoup se portent volontaires pour échapper à la misère de la guerre. Ce qu'on ne leur dit pas, c'est qu'elles devront frapper, torturer et pousser des innocents vers la mort. Ou peut-être le savaient-elles déjà. L'histoire s'est arrêtée là pour des milliers de victimes. 1944. 5 femmes rejoignent les rangs des camps de la mort. Leurs noms, Jenny Wanda Barkman, Gerda Steinhoff, Elisabeth Becker, Ewa Paradis et Wanda Klaff. Elles ne sont pas nées criminelles, elles le sont devenues. Pourquoi des citoyens ordinaires se transforment-ils en monstres? La réponse se trouve dans leur parcours. Jenny Wanda Barkman naît le 30 mai 1922 à Hambourg. Son enfance est banale, une famille de la classe moyenne, une scolarité normale. À première vue, une jeune fille sans histoire. Mais en réalité, une ambition dévorante. Jenny possède une beauté frappante, des pommettes hautes, des cheveux sombres, une allure élégante qui attire tous les regards dans la rue. Elle ne veut pas d'une vie simple. Elle rêve de devenir mannequin de mode.
Elle s'imagine en couverture des magazines, défilant sur les podiums de Berlin ou de Paris. Elle aime les vêtements coûteux, le maquillage et l'admiration des autres. Mais la guerre brise ses plans. L'industrie de la mode n'existe plus. L'Allemagne mobilise chaque ressource pour le front. Les usines tournent à plein régime. Pour une jeune femme comme Jenny, l'avenir semble gris. L'État attend d'elle qu'elle travaille dans une administration ou derrière une machine-outil. C'est une perspective sans éclat. Elle veut être spéciale. En 1944, une porte s'ouvre. La SS recrute des gardiennes pour les camps de concentration. Le poste offre des avantages concrets, un salaire correct, des rations alimentaires supérieures à celles des ouvriers, un uniforme propre. Surtout, le poste offre un statut social, à l'image, une affiche de recrutement promettant autorité et prestige. Le contrat stipule « surveiller les prisonniers, assurer la sécurité du camp ». On ne parle pas de massacre dans la description de poste. Pour une femme de 21 ans assoiffée de pouvoir, l'offre est irrésistible. Elle quitte sa vie civile, range ses robes de soie et signe son engagement. Jenny Barkman se porte volontaire. Le processus est rapide. Son physique joue en sa faveur lors de l'entretien. Elle est recrutée immédiatement. Ce n'était que le début de sa transformation. Elle n'est plus une apprentie mannequin. Elle est désormais une rouage de la machine d'extermination. L'ambition de briller allait se transformer en une cruauté sans limite. Ainsi commence le parcours de celle que les prisonniers surnommeront bientôt le beau spectre. L'an 1944. Jenny Barkman arrive au camp de Stutthof en plein été. Sa mission est précise, intégrer le sous-camp pour femmes SK3. C'est l'un des secteurs les plus violents et les plus insalubres de tout le complexe. Pourquoi recruter des femmes attirantes pour garder des prisonnières? Pour créer une dissonance psychologique. Les détenus voient un visage jeune et soigné, puis subissent une cruauté absolue. Ce contraste brise les esprits plus vite que les coups. La beauté devient une arme de destruction mentale. À l'image, des rangées de baraquements en bois sombre. Dans le secteur SK3, on trouve des femmes juives évacuées des pays baltes ou transférées d'Auschwitz. Ces prisonnières ne sont plus que des squelettes. Leurs crânes sont rasés. Leurs bras portent des numéros tatoués à l'encre bleue. Elles portent des robes rayées, rigides de saleté. La situation a empiré dès son arrivée. Les conditions de vie sont atroces. Les détenus dorment sur des planches de bois brut sans aucune couverture. Elles sont tellement serrées qu'il est impossible de s'allonger. La ration quotidienne est dérisoire. Une soupe à l'eau et un morceau de pain rassis. Le typhus et la dysenterie ravagent les rangs. La tuberculose termine le travail. Chaque matin, le rituel est le même. On sort les cadavres des baraquements. Les corps sont empilés comme des cordes de bois devant les portes. Comment Jenny Barkman a-t-elle réagi face à cette horreur? À première vue, une jeune femme ordinaire, mais en réalité, un prédateur. Dans cet environnement, elle découvre sa véritable nature. Elle aime ça. Elle savoure chaque seconde de son pouvoir. Elle aime la terreur qu'elle lit dans les yeux des prisonnières. Elle aime l'autorité totale sur ses vies brisées. Un mot de sa part signifie la vie ou la mort. Elle ne se contente pas d'observer. On voit la garde marcher dans les allées. Barkman parcourt les baraquements un fouet à la main. Elle cherche le moindre prétexte pour frapper. Elle exige une obéissance absolue au moindre geste. La peur est son moteur. L'erreur était interdite pour les détenus. Pour Barkman, c'était un jeu. Elle a transformé la souffrance en une routine quotidienne et méthodique. Ainsi a commencé son ascension dans la hiérarchie de la terreur. Jenny Barkman. Elle frappait les femmes au hasard dans les allées du camp. Son seul motif était le divertissement. Elle désignait une prisonnière et ordonnait des pompes ou des squats. L'exercice durait jusqu'à l'épuisement total. Quand la victime s'écroulait au sol, Barkman la battait pour sa faiblesse. Comment une telle cruauté a-t-elle pu durer 9 mois? La réponse est simple, elle était le bras armé du système. Barkman participait aux sélections pour les chambres à gaz aux côtés des médecins SS. Sur les images d'archives, on imagine la scène. Elle inspecte les corps, évalue la productivité, décide du droit de vivre. Les survivants décrivent une attitude glaciale. Elle marchait le long des rangées de prisonnières comme si elle faisait ses courses. Elle pointait du doigt des femmes et des enfants d'un geste décontracté. On aurait dit qu'elle choisissait des fruits au marché. Mais un détail terrifiait plus que les autres. Elle souriait. Plusieurs témoins l'ont confirmé devant les tribunaux. Les détenus l'avaient surnommé le beau spectre. Beau pour son visage.
spectre parce qu'elle apportait la mort. À l'image, les survivants évitent nos regards. Certains témoignages sont insoutenables. Barkman tuait parfois de ses propres mains. Elle s'acharnait sur les femmes malades jusqu'à ce qu'elles cessent de bouger. Elle aimait aussi la torture psychologique. Elle annonçait aux prisonnières leur libération imminente pour voir l'espoir naître dans leurs yeux. Une fois la joie visible, elle éclatait de rire et les envoyait directement vers la mort. De l'année 1944 au début de l'année 1945, elle a régné sur sa section de Stutthof. Elle agissait comme une reine sadique, mais la situation a changé en janvier 1945. L'armée rouge approchait. Les SS ont commencé l'évacuation du camp dans l'urgence. Barkman a immédiatement pris la fuite vers Gdansk. Elle s'est cachée. Elle a modifié son apparence physique et a utilisé de faux papiers pour disparaître dans la masse. Elle pensait que son passé resterait sous les décombres du camp. Elle se trompait. La traque ne faisait que commencer. Ainsi s'est achevée sa période d'impunité totale. 29 janvier 1922. C'est la date de naissance de Gerda Steinhoff à Danzig-Langfors. À l'origine, elle n'est personne. Une simple employée de ferme, une domestique silencieuse et sans histoire, en 1939, elle change de voie. Elle travaille dans une boulangerie, puis devient conductrice de tramway. En 1944, sa vie semble normale. Elle se marie, elle donne naissance à un enfant, mais la même année, elle répond à l'appel des nazis. Le Reich cherche des gardiennes de camp. Steinhoff s'engage et intègre le personnel de Stutthof. Le 1er octobre 1944, elle change de statut. Elle devient chef de bloc et responsable des baraquements dans le camp de femmes SK3. Sa mission est simple. Elle doit mener les sélections. Sur les images d'archives, on imagine la scène. Elle se tient debout aux côtés des médecins SS. Elle pointe du doigt les prisonnières. Celles qui sont jugées trop faibles. Celles qui sont trop malades pour travailler. Ces femmes sont immédiatement envoyées vers les chambres à gaz. Pourquoi a-t-elle agi ainsi? Elle cherchait une promotion. La réponse est brutale. Elle a réussi. Steinhoff répète cette opération plusieurs fois par semaine. Elle envoie des centaines de femmes et d'enfants à la mort d'un simple geste de la main. Le 31 octobre 1944, après seulement un mois de service, elle grimpe les échelons. Elle est renommée SS Oberoffizierin. Elle devient surveillante principale et prend la tête d'un sous-camp entier. Sa cruauté a impressionné ses supérieurs. À première vue, elle aurait pu paraître humaine, mais en réalité, c'était une sociopathe. Durant son procès, son comportement glace l'assistance. La caméra enregistre ses réactions, elle sourit. Elle plaisante avec les autres accusés pendant les témoignages, aucune trace de remords, aucune honte. Elle semble trouver la situation amusante. Pour elle, le tribunal est un spectacle. Elisabeth Becker, elle, vient de Notajsk, en Prusse. Elle arrive à Danzig en 1938. Elle enchaîne les petits boulots avant de devenir gardienne à Stutthof durant l'été 1944. Elle surveille les femmes et les enfants dans la section SK Terrois. Son travail quotidien consiste à trier les vivants et les morts pour les chambres à gaz. Elle avoue avoir sélectionné au moins 30 femmes pour l'exécution. Les historiens savent que le chiffre réel est bien plus élevé. Le dossier de Becker présente une particularité. Elle était considérée comme moins brutale que ses collègues. Lors du procès, le tribunal propose de commuer sa peine de mort en 15 ans de prison. L'argument des juges est le suivant. Ces crimes sont moins graves que ceux de Steinhoff ou de Bachmann. Elle n'est restée au camp que quelques mois. Elle n'a pas battu personnellement autant de détenus à mort. Mais le président polonais Bolesław Bierut rejette la clémence. Becker a participé aux sélections. Elle a envoyé des êtres humains vers la mort industrielle. Pour l'État, cela suffit. Elle sera pendue avec les autres. La sentence est irrévocable. Les événements se sont accélérés pour la troisième accusée. Ewa Paradis est la gardienne dont on sait le moins de choses. Les archives sont presque vides. Très peu de détails sur son passé ont survécu à la guerre. Elle reste une ombre dans le box des accusés. Ainsi s'est achevée leur impunité. Ewa Paradis travaillait au camp de Stutthof. C'est un fait établi. Elle participait activement aux sélections pour les chambres à gaz et au passage à tabac des détenus. Pour les survivants, son nom est synonyme de vice. Elle n'était pas une simple exécutante. Elle était l'une des gardiennes les plus violentes du complexe. Pourquoi une telle cruauté? Les témoins l'ont décrite lors du procès. La réponse est glaçante. Elle aimait la souffrance. À l'image, les dossiers du tribunal s'ouvrent. Un survivant raconte « Il a vu Paradis frapper une femme malade avec un club en bois.
Elle a frappé jusqu'à ce que le crâne de la victime se fracture. Un autre témoin décrit une scène récurrente. Paradis s'amusait à priver de nourriture des prisonniers affamés. Elle les regardait supplier, elle riait, puis elle tournait le dos et s'en allait. Pendant son jugement, elle n'a montré aucun remords. Son visage restait de marbre. Elle affirmait simplement faire son travail. Elle suivait les ordres. Rien de plus, Wanda Klaff est née le 6 mars 1922 à Danzig. Fille d'un employé des chemins de fer, elle s'appelait alors Wanda Kalasinski. Elle rejoint le personnel de Stutthof et se forge immédiatement une réputation, celle d'une femme d'une violence extrême. Les archives révèlent des témoignages insoutenables. Klaff battait les prisonniers jusqu'à l'évanouissement pour des détails insignifiants. Un simple regard dans les yeux ou une marche trop lente suffisait à déclencher sa fureur. On voit sur les croquis d'audience, une victime témoigne. Elle a vu Klaff frapper une femme enceinte au ventre, des coups répétés jusqu'à provoquer une fausse couche. Klaff a continué de frapper alors que la victime se vidait de son sang sur le sol. Elle participait aux sélections avec enthousiasme. Parfois, elle se portait volontaire pour des gardes supplémentaires. Son objectif, envoyer plus de détenus vers les chambres à gaz. Comme Jenny Wanda Barkman, Klaff semblait apprécier la tâche. Elle souriait, elle plaisantait. Pour elle, l'extermination de masse était un divertissement. Ces 5 femmes ont servi à Stutthof de la mi-1944 à janvier 1945. Moins d'1 an de service. Mais en quelques mois, elles ont contribué à la mort de milliers de personnes. Leurs outils, les sélections, les coups, la famine et les maladies, à l'image, les plans du camp montrent l'enfer. Les conditions à Stutthof étaient parmi les pires du système concentrationnaire nazi. Le site était conçu pour 10 000 prisonniers. Fin 1944, ils étaient plus de 50 000. Le surpeuplement était total. On entend le bruit du vent sur les baraquements en bois. Les détenus dormaient sur des planches sans couverture. Ils étaient si serrés qu'il était impossible de s'allonger. La ration quotidienne consistait en une soupe à l'eau et une tranche de pain. La famine était partout. Les corps n'étaient pas plus que des squelettes. La situation a encore empiré. En décembre 1944, une épidémie de typhus a explosé dans le camp. Le contrôle était perdu. Le tribunal a rendu son verdict plus tard. Mais pour des milliers de victimes, il était déjà trop tard. Janvier 1945. 250 prisonniers meurent chaque jour. Le crématorium est saturé. Les fours ne suffisent plus. À l'extérieur, les corps s'empilent contre les murs. Les SS passent à l'étape suivante, des bûchers en plein air. Ils empilent les cadavres entre des troncs de bois. Ils arrosent le tout de fioul. L'odeur de la chair brûlée devient permanente. Elle imprègne les vêtements et les poumons. Comment la discipline tenait-elle encore? Par la terreur pure. Les gardiennes surveillaient chaque mouvement. Sous un froid polaire, elles organisèrent des appels qui duraient des heures. Les détenus restaient immobiles dans la neige. Celui qui tombait était battu. Les gardiennes privèrent de nourriture les plus faibles. Celles qui ne pouvaient plus travailler ne mangeaient plus. Chaque matin, la sélection commençait. Les gardiennes pointèrent du doigt les plus malades. Direction, la chambre à gaz. Elles étaient le visage quotidien de la mort. Un geste, un regard, et le destin basculait. À l'image, des colonnes de prisonniers dans la neige. L'armée rouge approche. Janvier 1945 marque l'évacuation forcée de Stutthof. 50 000 déportés sont jetés sur les routes. C'est le début des marches de la mort. Les gardiennes marchent sur les côtés, l'arme au poing. Elles abattent ceux qui trébuchent. Des milliers de personnes succombent. Certaines gèlent sur place, d'autres finissent dans les fossés avec une balle dans la nuque. Les derniers sont poussés dans les eaux glacées de la mer Baltique. Mais le chaos ne suffit pas à tout effacer. Les gardiennes survivantes se dispersent dans l'Allemagne en ruine. Elles espèrent disparaître. La Pologne, elle, veut des noms. Le 9 mai 1945, les forces soviétiques et polonaises entrent dans Stutthof. Sur place, on voit des montagnes de preuves, des documents administratifs, des photos, des témoignages de survivants. 100 prisonniers cachés sortent des décombres. Le gouvernement polonais lance la chasse. Il faut arrêter les gardes, les administrateurs et tout le personnel du camp. L'étau se resserre. Mai 1945, gare de Gdansk. Jenny Wanda Barkman tente de monter dans un train. Elle présente de faux papiers d'identité. La police ne se laisse pas tromper. Les anciens prisonniers avaient donné un signalement précis. La beauté spectrale finit menottée. Gerda Steinhoff tombe au même moment. Puis viennent les arrestations d'Elisabeth Becker, Ewa Paradis et Wanda Klaff. Les procureurs polonais préparent les dossiers. Les interrogatoires commencent. L'impunité venait de prendre fin. 25 avril 1946. Le premier procès de Stutthof s'ouvre à Gdansk.
13 accusés font face au juge. Pourquoi sont-ils ici? Le monde doit voir leur visage. Mais en réalité, le box des accusés est un mélange étrange. On y voit 5 gardiennes SS, l'Obersturmführer Johann Pauls qui commandait la garde, un autre soldat SS et 6 capots polonais. Ces prisonniers avaient choisi de collaborer avec les nazis pour surveiller leur propre codétitule. Le procès dure 36 jours. Du 25 avril au 31 mai 1946, le procureur déballe les preuves. Les dossiers s'accumulent sur la table. À l'image, des survivants s'avancent à la barre, les uns après les autres. Ils ne baissent pas les yeux, ils pointent du doigt les accusés. Ils décrivent des scènes précises, des coups de bâton, des sélections sur la rampe, des exécutions sommaires derrière les baraquements. Le silence pèse dans la salle d'audience. Chaque témoignage est une attaque brutale contre la défense. Face à cela, les accusés nient. Ils ont chacun leur stratégie. Certains répètent pas la même phrase « j'obéissais aux ordres ». D'autres jurent qu'ils n'ont jamais levé la main sur personne. Ils disent que les survivants mentent. Sur les bancs, le comportement choque. Gerda Steinhoff sourit ouvertement. Elle plaisante avec ses voisins. Pour elle, ce procès est une distraction, un spectacle. À côté, Jenny Bachmann reste de marbre. Elle garde une posture élégante, un port de tête altier. Elle soigne son apparence. Elle semble convaincue qu'elle sortira libre. L'erreur était fatale. 31 mai 1946. Le verdict tombe. Le président de la Cour prend la parole. Le silence est total. Personne n'ose respirer. Les 13 accusés sont reconnus coupables de crimes contre l'humanité. Le tribunal ne fait pas de détails. 12 condamnations à mort par pendaison sont prononcées. Les 5 femmes font partie de la liste. Le dernier condamné écope d'une peine de prison. La Cour est formelle. Les gardiennes ont participé activement à la torture systématique. Elles ont organisé les sélections pour les chambres à gaz. Elles ont battu des détenus jusqu'à ce que mort s'en suive. Elles étaient les rouages d'une machine conçue pour l'extermination. L'argument de l'obéissance hiérarchique est balayé. Participer à un génocide, même sur ordre, reste un crime. La loi n'accepte plus d'excuses. Les condamnés sont emmenés vers leurs cellules. Le destin des gardiennes est scellé. L'histoire s'est arrêtée là. Ils auraient pu refuser. Ils avaient la possibilité de demander un transfert vers d'autres unités. Ils ont choisi de rester, ils ont choisi de participer. Maintenant, le prix à payer arrivait. Les condamnés disposaient d'1 mois pour faire appel. Jenny Bachmann a gardé son calme tout au long de la procédure. Même après la lecture de la sentence de mort, elle semblait convaincue qu'elle échapperait à l'exécution. Quand le juge lui a demandé si elle comprenait le verdict, elle a lancé une phrase qui a glacé la salle d'audience. « La vie est un plaisir, et les plaisirs sont généralement courts. » C'était une remarque désinvolte, presque une plaisanterie. À ses yeux, ce procès n'était qu'une forme de divertissement. Elle ne saisissait toujours pas la gravité de sa situation. Ou peut-être qu'elle la saisissait parfaitement et qu'elle s'en moquait. Pourquoi une telle indifférence face à la potence? La réponse se trouve dans les couloirs du camp de concentration. Après des mois à jouer les dieux dans le secteur SK3, elle avait perdu tout contact avec la réalité. Décider qui devait vivre ou mourir d'un simple geste l'avait déconnectée. Sa propre mort lui paraissait abstraite. Dans sa cellule, entre la sentence et le jour de l'exécution, elle passait ses heures à se coiffer et à se maquiller. Elle soignait son apparence avec précision. Elle voulait rester le spectre magnifique jusqu'au dernier instant. À l'image, une femme qui ajuste ses mèches devant un miroir sale, ignorant le bourreau qui prépare la corde. Elisabeth Becker, au contraire, comprenait exactement ce qui l'attendait. Elle était terrifiée. La peur ne la quittait plus. Elle a multiplié les lettres au président polonais Bolesław Bierut pour supplier sa grâce. Son écriture devenait de plus en plus tremblante et illisible à mesure que la date approchait. Elle affirmait n'être restée à Stutthof que quelques mois, d'août à décembre 1944. 4 mois seulement. Elle prétendait n'avoir pas été aussi cruelle que les autres gardiennes. Selon elle, elle ne méritait pas la mort. Elle n'avait que 27 ans. Elle avait toute la vie devant elle. Ses lettres répétaient les mêmes mots. « S'il vous plaît, accordez-moi la clémence. » La situation s'accélérait. Elle a rappelé au président que le tribunal lui-même avait suggéré de commuer sa peine en 15 ans de prison. Ces crimes n'étaient pas jugés aussi graves que ceux de Steinhoff ou de Bachmann. Certes, elle avait participé aux sélections pour la chambre à gaz, mais elle affirmait n'avoir envoyé que 30 femmes à la mort. Seulement 30. Comme s'il existait un seuil acceptable pour le meurtre de masse. Comme si envoyer 30 innocentes vers le gaz n'était qu'une erreur administrative. Mais, en réalité, le pardon n'est jamais venu. Le 30 juin 1946, le temps s'est arrêté pour elle. La clémence a été officiellement rejetée.
Les préparatifs pour la pendaison publique ont commencé. On entendait le bruit du bois qu'on assemble pour les échafaudages. L'histoire ne prévoyait aucun retour en arrière. Les camions étaient déjà en route vers la colline de Stolzenberg. Les cordes étaient prêtes. Ainsi s'est achevée l'attente dans les cellules. Gerda Steinhoff ne montrait aucune peur. Pas de remords, pas de larmes. Dans sa cellule, elle passait ses journées à discuter avec les autres condamnés. Elle plaisantait, elle riait aux éclats. On aurait pu croire à des retrouvailles entre anciennes camarades de pensionnat. Pourtant, ce groupe de femmes attendait son exécution pour crime de guerre. Pourquoi restait-elle aussi calme? La réponse se trouvait dans son mépris total pour la justice. Elle traitait chaque audience comme un divertissement passager. Sur les images de l'époque, on voit Gerda Steinhoff sourire face au juge. Elle ajuste sa tenue, regarde la salle et s'amuse de la situation. Lorsque les survivants montent à la barre, l'ambiance change. Ils racontent les sélections. Ils décrivent comment elle désignait du doigt des centaines de femmes et d'enfants pour les envoyer vers la mort. Steinhoff, elle, semble s'ennuyer. Elle bâille presque devant les récits d'horreur. Sa défense tenait en une seule logique froide. Elle faisait son travail. Elle recevait des ordres, elle les exécutait sans discuter. Pour elle, la morale n'avait pas sa place dans l'administration d'un camp. Mais ce n'était que le début de son arrogance. À l'image, on observe sa posture droite et son regard vide. Aucune émotion ne traverse son visage quand les sentences tombent. Elle considérait que le système lui imposait une tâche et qu'elle l'avait accomplie avec efficacité. Qu'aurait-elle pu faire d'autre? Pour Gerda Steinhoff, la question ne se posait même pas. La réalité était plus simple et plus brutale. Elle n'était pas une victime des circonstances, elle était un rouage volontaire de la machine à tuer. Le tribunal a rendu son verdict. Sa réaction était restée la même jusqu'au bout, un calme glacial, un détachement total face à la potence qui l'attendait.